Les débats sur les questions de désindustrialisation, de réindustrialisation, d'industrialisation occupent aujourd'hui l'espace médiatique, tout autant que les discussions entre amis, en famille ou sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il réellement pour la France? Quels sont les défis à relever? C'est ce que nous abordons de suite avec Philippe Naraséguin, docteur d'État en sciences économiques. Restez avec nous. Et nous sommes donc heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie des grandes questions économiques, des questions économiques contemporaines, consacrée pour la première partie au déficit structurel de la balance commerciale de la France et pour la deuxième partie, la désindustrialisation et les défis de la réindustrialisation. Et nous retrouvons pour cette occasion Philippe Naraséguin pour poursuivre l'exploration de ces questions ô combien fondamentales. Bonjour Philippe Naraséguin. Bonjour Christophe Porlier. Alors, la question de la désindustrialisation, on en entend parler très souvent. Aujourd'hui, c'est devenu le cœur des débats pour relancer l'économie française. Alors, nous allons essayer d'amener un éclairage scientifique sur cette question. Et donc, comme à chaque fois, et comme vous aimez le faire, nous allons parler de définition. Qu'est-ce qu'on entend par industrialisation? Qu'est-ce qu'un taux d'industrialisation? Tout à fait. Je pense qu'il est important de définir les mots, les termes. C'est ce que je ne cesse de prêcher même en sciences économiques. À chaque fois que vous faites une analyse économique, d'abord commencez par les définitions. Sinon, l'analyse économique n'a aucun sens. Et les gens ne comprennent pas ce que vous dites. Et donc, quand on parle d'industrialisation, il faut bien sûr définir le taux d'industrialisation. Et c'est quoi ce taux? C'est bien sûr le rapport entre la valeur ajoutée industrielle et la valeur ajoutée totale. Pourquoi on prend le concept de valeur ajoutée? Je l'ai expliqué 1000 fois, c'est ce que les entreprises dégagent après avoir payé leurs coûts, comme les matières premières notamment, ou les achats, les marchandises pour les entreprises commerciales, ou les matières premières pour les entreprises industrielles, PME industrielles par exemple. Et à ce moment-là, il y a la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est un critère de richesse, en quelque sorte. Et c'est pour ça que si on fait la somme des valeurs ajoutées, on a le produit intérieur brut. Alors, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on veut calculer un taux d'industrialisation? On va prendre simplement le rapport entre la valeur ajoutée industrielle sur la valeur ajoutée totale. Je préfère ce critère. Il y a un autre critère qui est souvent donné dans la presse, dans les médias, etc. C'est le critère valeur ajoutée industrielle sur PIB. Ils appellent ça le poids de l'industrie, sans dire d'ailleurs que le critère qu'il faut retenir, c'est la valeur ajoutée industrielle. Sur les bases de données, travaillez toujours, pour ceux qui font des études d'économie, travaillez toujours sur les bases statistiques de l'INSEE. Alors pour préciser, donc la valeur ajoutée industrielle, c'est l'apport de l'industrie. La somme de des valeurs ajoutées de toutes les entreprises industrielles qui sont sur le territoire français. C'est ça. Qui produisent sur le territoire français des marchandises. J'insiste bien là-dessus. Et donc quand on parle de désindustrialisation, de quoi s'agit-il? C'est tout simplement une détérioration de ce rapport, de ce ratio. Si par exemple vous avez un ratio de 20% qui passe à 18%, qui passe à 15%, etc., à ce moment-là, le poids de l'industrie dans la valeur ajoutée totale, lui, diminue. Dans la richesse totale, diminue. La richesse totale de ce fameux PIB qui oui, ce fameux PIB, enfin, bon, bref. La valeur ajoutée des services, par exemple. Alors, justement, la valeur ajoutée des services, et encore... Voire services publics. Et puis aussi la valeur ajoutée des administrations publiques. On va le voir de toute façon tout ça. Très bien, on va rentrer dans le détail. On va rentrer dans le détail, mais ça c'est très important. Et c'est comme ça qu'on peut commencer un débat sur les problématiques d'industrialisation, de désindustrialisation, voire de réindustrialisation. Voilà. Donc taux d'industrialisation, valeur ajoutée industrielle sur valeur ajoutée totale. Nous partons sur cette base-là pour les discussions qui vont suivre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution du taux d'industrialisation de la France depuis 1970? Alors, si on prend effectivement sur le très long terme, plus de 50 ans, vous voyez, 50 ans, j'ai pris le dernier chiffre qu'on avait, nous, donné par l'INSEE, c'est la base de données INSEE, j'ai pris la base de données 1949-2021. Pour ceux qui veulent remonter à 1949, vous avez cette base de données, INSEE. Donc, effectivement, si on prend le poids de l'industrie dans la valeur ajoutée totale, en 1970, il est de 25%. D'accord? Là, en haut, le premier chiffre, c'est le montant en euros, le nombre de milliards d'euros, 27 milliards d'euros, 27,8 milliards d'euros.
Ce qui fait que si on prend la valeur ajoutée totale de cette époque-là, qui est de 111 milliards d'euros, en fin de tableau, 111, si on rapporte 27,8 à ce chiffre-là, on a 25%. Petite question, Philippe Tarasiguin, sur ce chiffre de 25% par rapport à votre connaissance des pays dits développés. Ces 25%, c'était un taux correct, acceptable? Ah, très correct. Très correct. Et on va voir justement pourquoi il se détériore par la suite et quelles sont les raisons de notre désindustrialisation, justement. Regardons l'évolution pour répondre à votre question. 1980, déjà, changement, un léger recul. Mais pas, ça, on peut dire que c'est une stabilité. 23,74%. Donc, ce taux d'industrialisation est de 23,74%. 1990, 21%. 2018, 87%. 2010, 13,79%. Et 2021, 13,13%. Vous voyez que là, on a vraiment pratiquement une diminution de moitié de la valeur ajoutée industrielle par rapport à la valeur ajoutée totale. Ce qui est considérable. Et si on prend les services principalement non marchands, je n'ai pas pris les services marchands, c'est juste pour vous montrer quelque chose qui me tenait à cœur. Les services principalement non marchands, c'est quoi? C'est la valeur ajoutée au fond des administrations publiques. C'est pour ça que je demande aux étudiants, etc., à ceux qui font des rapports économiques aussi, tous les types de rapports, dans la presse, dans les médias, au Parlement, etc., je demande à tout cela vraiment de comprendre les chiffres sur la base INSEE. Si vous ne comprenez pas, ben faites-vous aider tout simplement. D'accord? Donc, les services principalement non marchands, vous voyez que le montant en valeur absolue, 17,4 milliards d'euros. Mais le poids des administrations publiques, donc le poids de la valeur ajoutée, donc des administrations publiques, dans la valeur ajoutée totale, c'est 15,67%. Donc, bien de-dessous du poids de l'industrie dans notre PIB, dans notre valeur ajoutée totale. Pour parler simplement, dans notre produit intérieur brut. Et puis, il y a une évolution, l'évolution qu'on connaît. Regardez cette évolution. Par la suite, 1999-47, 90, 1936, 20, et on arrive à 2021 avec 22,84%. C'est-à-dire que là, on a des administrations publiques considérées au sens de la comptabilité nationale comme produisant des services non marchands, éducatifs et autres, qui ont un poids beaucoup plus important, bien sûr, sans commune mesure avec ce que fait l'industrie aujourd'hui. Logiquement, si on n'avait pas été désindustrialisé, on n'aurait pas eu ce rapport-là. Le rapport serait différent. Ben, le rapport serait de 24% ou 22%, et puis pareil, quoi. 15%, enfin. 15-16% administration publique. Et ces 15%, si je reviens sur la même question que tout à l'heure, donc je reviens en 1970, sur ce poids des valeurs des services principalement non marchands à 15,67%, c'était correct? Ben, c'était très correct. Pourquoi je dis que j'affirme les choses, moi, que c'était très correct? Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre derrière les chiffres, c'est que nous avions un système éducatif extrêmement brillant quand on prend effectivement les salaires des fonctionnaires dans le PIB non marchand. C'est logique en un sens, bien sûr, parce qu'il faut bien définir ce que produit l'administration publique. Je ne parle pas après des couches qu'on a mis dans le secteur administratif français, etc., produit par la décentralisation, enfin bref, je fais une parenthèse, je la ferme. D'accord? Ça veut dire que la fonction publique était performante. Nous avons je prends juste le secteur éducatif parce que c'est vraiment le plus nombreux, si on peut dire. Avec, dans les fonctionnaires de l'État, c'est vraiment les gros bataillons de l'éducation. Ça veut dire que le système éducatif était très performant. Le niveau des études, celui qui était bachelier, qui avait un certificat d'études dans les années 70, était très élevé. Donc il pouvait aller dans n'importe quelle industrie, et c'était un ouvrier qualifié. Il participait à la puissance industrielle de la France. Donc, la théorie du capital humain, qui veut que ce capital humain s'améliore avec le temps, en quelque sorte, s'applique. Oui, bien sûr. L'administration produit des services non marchands qui servent au secteur marchand industriel, notamment, mais pas que. Ou alors au secteur marchand, exportateur de services marchands. D'accord? Donc cette question, la question que vous posez, me semble très importante. Alors qu'aujourd'hui,
on peut s'interroger pourquoi il y a eu cette inversion. Je viens de le mentionner, pourquoi on a surajouté un certain nombre d'administrations ou de collectivités territoriales, etc. Et puis on a recruté massivement. Regardez maintenant la valeur absolue, parce que c'est important aussi de parler de valeur absolue. La valeur absolue de la valeur ajoutée industrielle, donc de l'industrie française, 291,1 milliards d'euros en 2021. D'accord. Maintenant, regardons la valeur ajoutée des administrations publiques, services principalement non marchands, 506,4 milliards d'euros. Comment est-ce que c'est calculé d'ailleurs C'est ce que je vous dis. L'INSEE devrait quand même nous dire déjà quand on fait les calculs, mais ça c'est un reproche que je fais, il y a une pauvreté quand même, certaine pauvreté de la statistique, en tout cas de l'analyse économique. Au moins l'INSEE devrait dire, pour que les gens comprennent, PIB marchand, PIB non marchand. Et dire à l'intérieur du PIB marchand, alors évidemment, si vous allez sur le site de l'INSEE, c'est les salaires de la fonction publique. Bon, c'est quand même assez... la valeur ajoutée des services administratifs, des administrations publiques, c'est la valeur ajoutée des salaires des fonctionnaires. Moi, je trouve que c'est un peu court déjà, comme définition. Et on devrait faire des tableaux précisant exactement le contenu de tout ce mode de calcul de l'INSEE. Exactement comme on fait pour les autres industries, etc. Comme pour tous les indicateurs en général. Pour tous les indicateurs. D'accord ? Très bien. D'ailleurs, un responsable politique devrait demander à l'INSEE, donnez-moi les tableaux statistiques et donnez-les au public pour que nous, les économistes, puissions travailler sur des données vraiment affinées. Alors, Philippe, et justement, quel est le ratio, justement ? Le fameux ratio. Si on prend les problèmes d'industrialisation, de désindustrialisation, la valeur ajoutée industrielle sur la valeur ajoutée du secteur non marchand, si je reviens de l'autre côté, vous avez vu les chiffres tout à l'heure, 27 milliards sur 17,4 milliards, 1,60. 17,4 milliards, je rappelle que c'était la valeur ajoutée du secteur non marchand de 1970. C'est ça, on est en 70 là. D'accord. Donc il y avait un ratio de 1,60. Un ratio de 1,60. C'est considérable. Maintenant, regardez le ratio valeur ajoutée du secteur non marchand. J'aurais pu prendre le contraire pour montrer que c'était du zéro. Sinon, j'avais pris l'inverse, j'aurais mis valeur ajoutée. Donc, mais maintenant, j'ai préféré prendre la valeur ajoutée du secteur non marchand sur la valeur ajoutée industrielle. Donc, ça fait 506,4 secteur des administrations publiques sur l'industrie. La valeur ajoutée industrielle, 291,1. On arrive à quoi ? 1,73. Ça s'est complètement inversé, en fait. Eh oui. Parce qu'on a prélevé de plus en plus sur les entreprises et sur les ménages productifs pour financer les besoins de nos administrations publiques. Est-ce qu'on a fait une évaluation ? Je crois que c'est un peu tous les ans, tous les 2 ans, on parle de l'évaluation des services publics, de l'évaluation de la dépense publique, cette fameuse évaluation de la dépense publique. Mais bon, une entreprise qui, comment dirais-je, qui ferait une valeur ajoutée de 500 milliards, une entreprise privée, ça veut dire qu'elle a pris les meilleurs. Mais, elle produit, bien sûr, une entreprise privée industrielle qui fait 500 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est une entreprise qui produit énormément de marchandises. On est d'accord ? Mais maintenant, on peut s'interroger sur la détérioration de nos services publics. Parce que d'un côté, on a une explosion de la valeur ajoutée non marchande, et puis de l'autre côté, quelle est la qualité aujourd'hui de nos services publics ? Quelle est la productivité de nos administrations publiques ? Donc, on va le voir. Pourquoi la France pourquoi les entreprises françaises supportent un poids fiscal trop important par rapport aux entreprises européennes? On va le voir juste après. Parce que notre tissu économique est fragile et les entreprises n'arrivent pas à grandir. C'est ça. Passons donc à la question des entreprises. Passons à la question des entreprises. Parce que l'industrialisation, entreprise, évidemment, c'est lié. Voilà. La question quand même qui me... Allez-y, Christophe. Voilà. La question que j'avais envie de vous poser, c'était quand même que, effectivement, ce ratio, il s'est inversé parce que nous sommes désindustrialisés. Il aurait très bien pu progresser. Oui, sauf que si nous n'avions pas fait exploser nos dépenses publiques, notre valeur ajoutée non marchande, d'accord ? Parce qu'il faut bien comprendre
que lorsqu'on prélève chez les entreprises marchandes, c'est pour quelque chose quand même. Oui, mais si les entreprises produisaient beaucoup de richesses, effectivement, ça serait moins, Oui, mais moins problématique. À ce rythme-là, on a financé le secteur non marchand avec la richesse du secteur marchand. C'est clair. D'accord. Et maintenant, on n'y arrive tellement plus que même pour eux, on fait de la mauvaise dette. Pourquoi? La dette publique est de 112 milliards d'euros. On fait de la mauvaise dette. Pourquoi? La dette publique nous doit être consacrée. Vous parlez de 70 justement. Revenons sur 70. C'est que lorsqu'on faisait de la dette publique en 70, on empruntait pour construire des infrastructures. Rappelez-vous des chocs pétroliers. On n'a pas fait de la dette publique pour faire de la dette publique entre 73, 74 et début des années 80. On a fait de la dette publique pour financer les centrales nucléaires, le développement du nucléaire civil, le développement du TGV en France et d'autres choses, qui rapportaient de l'argent, qui généraient du chiffre d'affaires. Et c'était de la valeur ajoutée marchande pour le coup. On était sur une logique d'innovation. Quel était le ratio en 1980? Ratio dette publique sur PIB en France, 20%. Aujourd'hui, on a dépassé les 110%, 6 fois plus. Ça veut dire qu'on a fait, la dette publique n'a jamais été faite pour financer les dépenses courantes de l'État. Ou, quand on voit l'ensemble des dépenses des administrations publiques, c'est 42,5% dépenses sociales, protection sociale, et 14,5% dépenses de santé. À eux deux, 57% des dépenses publiques sont consacrées à la protection sociale et aux dépenses de santé. Est-ce que ça a été consacré à l'investissement? C'est la question qu'il faut poser. Voilà, c'est pour ça qu'il faut revenir quand même, pointer, mettre l'accent sur ces points-là. Alors, c'est très important d'avoir les chiffres, les pointer. Donc, les entreprises, alors du coup, vous souhaitiez effectivement présenter l'argumentation au travers de l'analyse des secteurs, des différents secteurs et des entreprises en France. Les entreprises en France, vous voyez que, on va pas, évidemment, on va reprendre ça de façon plus lisible peut-être, mais vous voyez que si on a, regardez la partie 2 du tableau, c'est les services principalement marchands, non agricoles et non financiers. D'accord? Partie 2 du tableau, les micro-entreprises, c'est 3,1 millions en France. Sur un total d'entreprises de 3,320 millions. Les PME hors micro-entreprises, hors émissiers donc, 143 000. Les ETI, les fameuses ETI, entreprises de taille intermédiaire dont l'effectif est compris entre 250 personnes et 5 000, 4 999 au sens de l'INSEE, 5 530. Et enfin, les grandes entreprises de plus de 5 000 personnes, 263 en France. D'accord? Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que les entreprises françaises n'ont pas su grandir quand on sait que le MIC, c'est quelques personnes. Vous avez même 1 million d'entreprises, je crois, en France, qui ont 0 salarié sur ces 3 millions d'entreprises, qui n'arrivent pas à embaucher. D'accord? Vous rappelez souvent d'ailleurs que, par exemple, en Allemagne, l'Allemagne a un tissu économique qui est construit autour d'entreprises de taille intermédiaire. De taille intermédiaire qui fait la force des régions. Et lorsque vous avez, puisque vous parlez d'Allemagne, lorsque vous avez dans une région, quelle que soit la région, si nous avions, comme à l'époque en 1970, dans nos régions françaises, lorsque dans une région, vous avez 2 entreprises qui font, non pas 5 000, parce qu'on va jusqu'à 5 000 pour les ETI, mais 2 000 personnes. Regardez le nombre de sous-traitants, 2 000 chacune. Prenons cette ville de Seine-Nid où on est. On aurait 2 entreprises industrielles de 2 000 personnes. Regardez le nombre de sous-traitants industriels qui seraient eux-mêmes des industries. D'accord? Qu'il y aurait dans cette ville de Seine-Nid. Ce serait extrêmement important. Donc, il y aurait un tissu économique industriel, une agglomération industrielle qui se formerait dans les villes. C'est la France de 70-80. Et même de 60, encore plus d'ailleurs, des années 60. C'est la France industrielle qui crée beaucoup d'emplois et ces emplois génèrent en plus des emplois de services indirects liés aussi à l'industrie, il ne faut pas oublier, en dehors des services liés, des services non liés à l'industrie. D'accord? Très bien, donc vous avez donc rappelé là, effectivement, je rappelle les chiffres que vous voyez là pour être plus clair, pour que ce soit plus clair, 3 100 000 micro-entreprises. Typologie des entreprises, c'est très important pour, lorsqu'on fait une analyse économique, de regarder la typologie des entreprises. Les PME, malheureusement, sont des PME de 27 personnes. Selon l'INSEE, je ne l'ai pas mis là, mais selon l'INSEE, la taille moyenne d'une PME aujourd'hui en France, c'est 27 personnes. Ce n'est pas 100 personnes.
Et lorsque vous êtes à 100 personnes, vous n'êtes même pas ETI. Hein. ETI, ça commence à 250 personnes. Oui, c'est vraiment déjà des grosses entreprises. Pour la France, en tous les cas. Pour la France. Donc on est loin, loin du modèle allemand ou de l'Italie du Nord, qui est proche du modèle allemand. Ou d'autres pays, les Pays-Bas, l'Autriche, etc., qui sont des zones d'influence aussi allemande aussi, il faut dire. Mais comment est-ce que ça s'explique probablement par l'histoire économique de la France, mais est-ce que ça vient aussi, par exemple, de nos capacités, nos structures d'investissement, on va le voir tout de suite. La réponse, elle est juste après. Elle est juste après. Qu'est-ce qui caractérise justement donc En plus, alors justement, lorsque vous ne pouvez pas grandir, dernier mot, lorsque vous ne pouvez pas grandir, vous participez très peu finalement à l'effort d'exportation. Le taux d'exportation des MIC, des micro-entreprises, est très faible. Et même les PME, c'est-à-dire que ce sont essentiellement les ETI et les GE, les grandes entreprises, qui enregistrent des taux d'exportation de 20,9% pour les ETI et de 29% pour les grandes entreprises. Bon, qu'est-ce qui explique? Regardez, là, effectivement, ce sont les caractéristiques des entreprises de taille intermédiaire, 5530, un nombre relativement faible par rapport aux grands pays européens. Le poids dans l'ensemble des entreprises françaises aujourd'hui est de 0,2%. Lorsque on regarde sur la totalité des entreprises françaises, les ETI ont exporté, elles sont peu nombreuses, mais elles participent à l'effort d'exportation parce qu'elles ont exporté 248 milliards d'euros et comptent donc pour 32,6% des exportations totales industrielles. Donc, vous voyez que c'est quand même important. Si on avait beaucoup d'ETI, évidemment, nous aurions été un pays comparativement à l'Allemagne, ce que nous étions dans les années 70, début 80. Vous voulez dire que pour se positionner sur le marché international, concurrentiel, il vaut mieux avoir une taille critique une taille critique de 250, 300, 400, 500 personnes, parce qu'il faut des commerciaux qui aillent dans le pays, des gens qui parlent la langue du pays, il faut vraiment toute une infrastructure, des gens qui font de la recherche-développement des entreprises, de l'innovation des entreprises, donc il faut vraiment tout un écosystème à l'intérieur même des entreprises. Et tant que vous n'avez pas la taille critique, ce qu'on appelle en économie industrielle la taille minimale optimale, en quelque sorte, si on reprend ce thème d'économie industrielle, on ne peut pas se développer. D'accord, donc ça, je pense que c'est clair pour les personnes qui nous écoutent. Et là, le nombre, les caractéristiques des ETI, n'oubliez pas aussi que ces ETI, ça on oublie de le préciser, et l'INSEE de faire un rapport très complet, je conseille vraiment ce rapport de l'INSEE sur les entreprises en France, qui est un rapport assez consistant et très complet. Les entreprises, les ETI françaises non multinationales, qui ne sont pas sous la coupe d'entreprises multinationales, c'est 2287. Les ETI multinationales sous contrôle français, donc qui sont passées sous le contrôle des entreprises multinationales françaises, 1185. Et les ETI multinationales sous contrôle étranger, 1361. Donc, on a très peu d'ETI qui n'appartiennent pas à des groupes. Les autres ETI françaises n'ayant pas assez de cash, pas assez de trésorerie, pas assez ayant trop endettés sans doute, ont été obligés de se vendre à des firmes multinationales, qu'elles soient françaises ou étrangères. Et ça, c'est un autre problème. Parler de délocalisation, le jour où ces multinationales veulent, évidemment, le site est de moins en moins compétitif, elles peuvent là délocaliser. Et là, on serait dans le schéma d'une délocalisation véritable. Parce que on n'agrandirait pas le site français, on le réduirait un peu, puis on ferait l'essentiel des investissements à l'étranger. On ne fermerait pas l'entreprise, parce qu'effectivement, une multinationale rachète des parts de marché. Donc si effectivement, s'il y a encore un marché sur le marché, s'il y a un marché porteur, en tout cas un marché qui existe, on n'a pas intérêt à vendre, même si la rentabilité est beaucoup plus faible. On a intérêt à rester dans le pays, parce que finalement, en rachetant une entreprise, ça c'est en économie industrielle, vous le savez, on fait des économies considérables de coûts d'acquisition, de construire un bâtiment industriel, d'avoir du personnel, de recruter du personnel compétent, etc. Donc, la firme multinationale fait des économies colossales, des économies d'échelle même, on peut dire. D'accord, donc les caractéristiques des ETI donc, sont alors c'est effectivement en France, vous avez une diapo qui précise ça. Et là c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que le fameux taux de marge, c'est quoi le taux de marge? C'est le rapport valeur ajoutée industrielle, valeur ajoutée pour le coût industriel, ce sont des ETI industriels,
valeur ajoutée essentiellement industrielle, donc valeur ajoutée, EBE, pardon, excédent brut d'exploitation sur valeur ajoutée, hors taxe. Ce taux est extrêmement faible, 25,2%, quand en Allemagne, les taux de marge, ou en Italie ou ailleurs, ou en Espagne même, sont de 40, 41, 44%. Alors ça, Philippe, et là, effectivement, on peut grandir. On peut passer même du stade ETI à stade d'entreprise, de grande entreprise. Et de grande entreprise, entreprise multinationale. Entreprise, par exemple, de plus de 5000 salariés, et par la suite, s'internationaliser. D'accord ? Il y a plusieurs étapes dans les processus d'internationalisation des grands groupes, finalement, des petits groupes au départ, type ETI, mais n'ayant pas de trésorerie, les taux de marge sont faibles, ces ETI se font massivement racheter par des firmes multinationales. Et ça, c'est un document précieux que l'INSEE nous donne. Faire de la science économique, c'est aussi faire c'est faire une démonstration. Faire de la science économique, ce n'est pas donner une opinion. C'est analyser et conclure, et prendre des décisions. Si, effectivement, nos entreprises n'arrivent pas à grandir, c'est à la classe politique, c'est au gouvernement, c'est ceux qui, à un moment donné, ont les rênes du pays, de prendre des décisions qui s'imposent, notamment en termes de fiscalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on passe de la valeur ajoutée à l'ETE, à l'EBE, pardon, on a des charges fiscales et sociales extrêmement lourdes. Donc, dès le départ, l'entreprise française, elle est plombée. Parce qu'elle devra, par la suite, quand on a dégagé, on a calculé l'excédent brut d'exploitation, ben, le résultat net, il est extrêmement faible. Et l'entreprise est endettée et vit sous des couverts bancaires, même si comptablement il y a un bénéfice, c'est un bénéfice comptable, mais qui ne reflète pas la réalité de l'entreprise en termes d'endettement et de trésorerie. Alors, je pense qu'on a compris, hein, c'est vrai que ces ETI, effectivement, peuvent être sous contrôle français ou sous contrôle étranger. Oui. Du coup, c'est quand même très important d'observer cette capitalisation, d'une certaine façon, puisque ce sont des entreprises qui ont un capital social. Comment ça s'organise Non, après le capital social, la majorité, en tout cas 50 plus 1, passe sous contrôle étranger, donc ça peut monter à 60%, 70%. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Alors, bon, vous avez présenté des chiffres. Comment est-ce qu'on peut conclure là, sur cette analyse de l'évolution des ETI en France? Déjà, juste après le tableau de Gabriel, donc les ETI multinationales, maintenant, comptent pour 55% du total des ETI en France. D'où des risques éventuels. Et oui. Parce que le capitalisme familial, qui a structuré la France depuis des siècles, n'arrive plus à tenir face au poids des charges et de la fiscalité. C'est ce capitalisme familial qui a fait, dans les régions, dans les départements, dans les communes, qui a fait la puissance économique d'un pays comme la France. Ces entreprises industrielles, les PME industrielles et les ETI, étant de plus en plus, le nombre étant de plus en plus réduit, on n'arrive plus à grandir. Et à ce moment-là, on a des territoires français qui sont désertiques dans le domaine industriel. Alors, donc pour conclure, donc on a là des ETI, effectivement, il y a une évolution des ETI en France. Qu'est-ce qu'on peut dire depuis les années 80 ? Depuis les années 80, sur l'ensemble, et là, il n'y a pas que les ETI, bien sûr, si on prend juste le petit tableau, le nombre d'emplois industriels en France ne cesse de diminuer. Même avant 80, il y avait quasiment plus de 6 millions d'emplois industriels. Et puis là, vous voyez qu'on est passé en quelques années à près de 6 millions, 5 millions 8, 5 millions 9. Et là, on est passé de 5 millions 3 à 3 millions 2, donc on a perdu 2 millions d'emplois industriels. Bon. Alors, après, effectivement, il y a là aussi que l'INSEE devrait quand même harmoniser les chiffres, parce que dans le rapport de 2020, l'INSEE dit que le nombre d'emplois industriels est de 2,8 millions. Ça dépend évidemment du périmètre qu'on prend en compte lorsqu'on calcule les emplois industriels. Mais moi, je préfère rester sur un chiffre haut. On peut effectivement dire que c'est plutôt un peu inférieur, même inférieur à 3,2 millions, de l'ordre de 3 millions, on va dire, 2,8 millions. Donc on voit que ces ETI qui sont effectivement en nombre insuffisant en France relèvent vraiment de la stratégie de développement industriel de la France. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le problème de la désindustrialisation et du défi de cette réindustrialisation, on va le voir là d'ailleurs, hein, c'est vraiment
alors, il faut sortir aussi des grands discours. Moi, j'ai fait des rapports, j'ai mis un rapport qui est toujours remis au ministre de l'économie et des finances. Mais là, c'est vraiment, on aime écrire en France. Hein. Tous les 5 ans, à chaque élection présidentielle ou législative, il y a toujours des rapports sur l'industrie, comme on dit, créer un cadre juridique, social, favoriser l'attractivité de la France. D'abord, il faudrait favoriser l'attractivité de la France, pas seulement pour les étrangers, mais pour les Français d'abord. Parce que si l'industrie française était puissante auparavant, il y a 40 ou 50 ans, ou même plus, c'est qu'il y avait les gens avaient de la trésorerie. Les gens payaient beaucoup moins d'impôts, y compris les ménages d'ailleurs. Et aujourd'hui, regardez, il faut d'abord créer un cadre, un écosystème attractif pour à la fois les investissements directs étrangers, je suis d'accord, mais d'abord pour les gens qui prennent des risques dans l'industrie. Et c'est pas facile. Pour les industriels français. Les régions, de nos départements, de nos communes, ceux qui veulent se lancer dans l'aventure industrielle, et qui est une des plus compliquées, parce que ça demande des techniciens, de la main-d'œuvre qualifiée, évidemment du capital social, du financement, et des pannes qu'il faut gérer, etc. Donc des risques industriels aussi. Donc vous voyez que c'est pas facile de faire de l'industrie. Et donc, lorsqu'il faut redresser la barre, ça devient très compliqué. Alors, justement, Philippe Narcigain, là, il s'agit, on en parle tous les jours sur les médias, de réindustrialiser la France. Ça, c'est vraiment devenu le leitmotiv, et on le comprend. Oui, mais ça, c'est la base. Alors, mais concrètement, quels sont, Philippe Narcigain, ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir mener une telle politique qui, comme vous le précisez, va prendre du temps? Ça prend du temps dans la mesure où déjà il faut remettre le système éducatif totalement au niveau. Donc le capital humain. On ne fait pas d'analyse du système éducatif. On se contente de dire oui, mais la France, elle est de moins en moins bien classée dans les classements PISA, etc. Faisons tout simplement des évaluations à l'entrée de l'université. On verra le niveau de ceux qui passent le bac, qui ont le bac, pas ceux qui passent, qui ont le bac, à l'entrée de l'université. Regardons un tout petit peu le niveau en mathématiques par rapport au... Donnons-leur simplement un niveau mathématique de la 6e de 1960 ou en français, par exemple, le nombre de fautes d'orthographe, tout simplement. Donc, vous voyez, cette opération vérité, personne ne le fait. Or, si un pays veut avancer, il faut bien définir un niveau de capital humain. Quel est le niveau véritable du capital humain? Si quelqu'un ne peut pas lire une fiche technique, il peut être employé dans l'industrie? Mais bien sûr que non. La non-lecture, c'est un drame. Et là, c'est une lecture d'une fiche technique. Donc il faut apprendre non seulement à lire, à écrire correctement, mais en plus à lire et à comprendre la fiche technique. C'est un autre défi. D'accord ? Bon, ça, le capital humain, donc évidemment, ça paraît être de... Les prélèvements obligatoires, évidemment, ce sont des prélèvements vraiment très importants. 28% de la valeur ajoutée brute. Et par rapport aux autres pays, la différence est de 10 points, plus de 10 points. D'accord ? Si on regarde le total des prélèvements obligatoires pesant sur l'industrie en 2016, par exemple, ces prélèvements obligatoires représentaient 2 fois le résultat d'exploitation en France, contre 80% seulement en Allemagne. Là, la différence, elle est énorme, quoi. Ça fait des centaines de milliards d'euros en moins que paient, en global bien sûr, que paient les entreprises allemandes, donc on peut dire italiennes, espagnoles, etc., par rapport aux entreprises françaises aujourd'hui. Alors comment, quand on fait des slogans de réindustrialisation, etc., avant de faire des slogans, maintenant que tous les chiffres sont connus, faisons les réformes fiscales et du système éducatif. Pour vous, c'est la priorité? C'est la priorité. La priorité des priorités. Et le retour à l'emploi, 3e priorité. Donc ça, c'est les points clés. Regardez simplement ce qu'on appelle les fameux impôts de production. Alors ça, c'est parce que justement, on parle toujours des impôts de production. Évidemment, il y a dans ces impôts de production, là je ne parle pas des salaires, mais il y a aussi et des cotisations sociales. Mais si on prend véritablement ce qu'on paie en tant que taxe, parce que là il y a 2 niveaux, quoi. Quand on calcule le BE après la valeur ajoutée, il y a le niveau salaire et cotisation sociale, et puis il y a le niveau taxe. Mais regardez tout ce qu'on paie en France. Contribution sociale de solidarité des entreprises, C3S. Cotisation foncière des entreprises, CFE. Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, 3e point. Je ne l'ai pas mis, 3e point, CVAE. Il y a une petite coquille dans la diapo. Oui, peut-être une coquille dans la diapo. Voilà. Bon. Il faut nous excuser pour cette... Et donc, évidemment, lorsqu'on a payé les salaires et les cotisations sociales plus les impôts de production, on comprend pourquoi on a un excédent brut d'exploitation extrêmement faible. Et donc, une trésorerie. Donc l'entreprise française, finalement, vivote. Elle survit dans un univers qui est hostile.
un climat des affaires, comme on dit, hein, qui est hostile, qui n'est pas favorable à l'investissement industriel, à la prise de risque. Déjà, pour une entreprise normale, prendre un risque, c'est voir son entreprise, le taux de survie des entreprises, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ben évidemment, au début, c'est un taux de survie très faible. Après, il faut survivre sur le long terme. Et là, l'industrie, c'est pas pareil, c'est un autre niveau. Oui. Donc là, les défis sont à relever. Faire des effets d'annonce, c'est joli. Par contre, réduire les problèmes concrets, c'est beaucoup plus difficile. C'est facile de faire des effets d'annonce, tout le monde peut le faire. Les impôts de production, donc c'est une priorité aussi. Revoir et les cotisations sociales, parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un paie 4 000 euros, l'employé, combien il a? Il a 2 000 euros net, ou un petit peu plus de 2 000 euros net. Parce qu'on a un État extrêmement important financier. C'est pour ça que je voulais mettre le doigt sur ces ratios présentés tout à l'heure, précédemment. On a des dépenses de protection sociale qui sont considérables, plus des dépenses de santé. 57% des dépenses de l'ensemble des administrations publiques concernent ces 2 postes. Donc, et puis, bien sûr, aujourd'hui, comme on produit de moins en moins, pour financer tout ça, en plus, non seulement on prélève, mais on fait de la dette publique. Donc, prélèvement sur les ménages qui travaillent, sur les entreprises. Finalement, on assèche tout le monde. La vie économique est asséchée. Et pour pouvoir financer toutes les dépenses publiques, on fait de la dette publique. Et je voudrais bien qu'on comprenne les ratios qu'il y avait en 1970 ou même début 80 et les ratios qu'on a aujourd'hui dans tous ces domaines. Alors, donc, les impôts de production, effectivement, c'est un sujet qui est quelquefois un peu flou, on ne comprend pas bien ce qui est derrière, donc là, vous l'avez précisé. Tout à fait. Cette fameuse question des taux de marge des ETI en voilà, France, donc vous le rappelez... 25%, donc je rappelle ce que j'ai dit, 40-44% dans beaucoup de pays d'Europe aujourd'hui, donc voilà. Donc là, il faut vraiment, espérons que vous soyez entendu là-dessus. L'Université numérique de La Réunion, c'est pas un média mainstream, c'est quand même assez, voilà. Et en plus, il faut tout démontrer. Quand on parle, il faut tout démontrer. Confidentiel peut-être, mais confidentiel. Écouté donc pas certainement par des décideurs politiques également. C'est important de se dire qu'effectivement ces taux de marge sont absolument indispensables pour lancer une politique de réindustrialisation. Ça vous le précisez depuis de nombreuses années, oui. Beaucoup d'autres émissions, ça fait partie de vos leitmotivs. Dans les questions des défis à relever, vous parlez de la question de l'attractivité territoriale, c'est ce que j'ai dit. L'attractivité ne doit pas être simplement attractive pour les investissements directs étrangers, ce qu'ils ne sont pas en réalité, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'investissements étrangers. Quand on parle d'investissements directs étrangers, oui, les étrangers ont investi, il y a beaucoup de rachats d'entreprises en réalité. Et c'est comptabilisé dans la balance des paiements. Vous avez un poste investissement direct étranger, c'est considéré comme investissement étranger, même s'il n'y a pas eu de création d'emploi. D'accord? Ou alors création d'une banque, des assurances, c'est considéré comme investissement étranger. Moi, je parle des investissements étrangers productifs. Mais le territoire français doit être d'abord attractif pour les nationaux. S'il est attractif pour les nationaux, les étrangers viendront encore plus. D'accord? Bien sûr. Et on oublie la question des domestiques, des investisseurs domestiques, qui prennent des risques, et si vous plombez, si vous mettez d'une charge de 100 kg sur quelqu'un alors qu'à côté il a zéro charge, enfin de 20 kg de charge sur son dos, vous demandez à l'entrepreneur français de courir un marathon, c'est pas possible de courir un marathon avec ce qu'on appelle un handicap. Un handicap majeur. Voilà. Alors bon, évidemment, donc question d'attractivité, la formation superficielle des élites dirigeantes en économie. Oui, parce que moi je regarde un peu comme ça les émissions à la télé, puis je m'aperçois qu'au fond, quand vous demandez à quelqu'un, ne serait-ce qu'elle, je ne demande même pas le contenu. On demande à quelqu'un, au fond, c'est quoi la politique économique? Beaucoup de gens aujourd'hui disent la politique économique, c'est la BCE. C'est le grand slogan, la Banque centrale. D'ailleurs, on voit ça dans les journaux. Que va faire la Banque centrale européenne? Mais non. La politique économique, c'est plusieurs volets. C'est la politique budgétaire et fiscale, la politique industrielle et de la concurrence. D'accord? La politique monétaire, la Banque centrale, la politique de change qui est inexistante depuis le traité de Maastricht. Parce que les banques centrales ne peuvent pas intervenir, n'ont pas les moyens d'intervenir sur le marché des changes lorsqu'on a une monnaie qui se répand, qui s'étend un peu, qui étend son espace de circulation. Donc, parler simplement de politique monétaire, c'est dramatique. Quelqu'un qui est formé, formation superficielle des élites dirigeantes en économie, mais on pourrait dire formation superficielle des élites dirigeantes en sciences de l'ingénieur, en
en sciences dures, physique, mathématiques, etc. C'est ça, en fait, dont souffre la France aujourd'hui. C'est une formation superficielle des élites où on apprend à peu près à faire un raisonnement superficiel avec quelques mots qu'on ajoute. Et puis on donne, et ça c'est un grand défaut que je vois dans les médias français, chacun donne son opinion. Nous ne sommes pas là pour donner des opinions, nous sommes là pour faire des démonstrations. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors Philippe Narassiguin, je pense que le message est entendu, donc ce fameux capital humain revient toujours au cœur de la question du développement économique, évidemment, hein, c'est la base, nous sommes dans une société humaine, Ouais. Dans d'autres sociétés animales ça se passe certainement peut-être autrement, et peut-être pas, on ne sait pas, donc ça a exploré. Cet animal, c'est le plus fort qui survit. Donc je vous propose peut-être de conclure cette partie sur ce sujet ô combien passionnant, hein, on pourrait y passer des jours. On fera une conclusion, de la question de très rapide, moi je ferai une... Voilà, premièrement, donc, vous avez vu le processus de désindustrialisation de la France qui s'est accéléré en plus au cours de ces dernières années, on l'a vu. Une balance commerciale de la France structurellement déficitaire depuis quasiment 20 ans, notamment avec les pays de l'Union européenne. Ça, c'est le point à retenir quand même. Parce qu'on dit toujours c'est la Chine, c'est l'Asie, et regardez le déficit qu'on a avec l'Union européenne, moins 41 milliards d'euros, 41,5 milliards d'euros en 2021. Une pression fiscale extrêmement forte qui a pénalisé les entreprises, les PME industrielles et les PME donc industrielles de nos territoires. Donc aujourd'hui, on assiste à un désert français en matière de PME industrielles. Et par manque de cash, par manque de trésorerie, elles n'ont pas pu affronter la concurrence internationale menée même par les ETI des autres pays européens. Et les entreprises françaises, en même temps, vous avez vu, se caractérisent par la faiblesse des effectifs. Et je conclus tout simplement en disant, les réformes à faire sont connues, mais elles sont retardées en permanence. On est dans une société de communication, donc on pense qu'en communiquant, on pourra, je sais pas, on pourra retarder, on se donne toujours du temps. Oui, sauf que là, on est à un moment de l'histoire qui est critique. Jusqu'où va-t-on aller en matière de désindustrialisation de la France et de baisse du niveau de vie et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc la question reste posée, jusqu'où va-t-on aller Jusqu'où va-t-on aller Jusqu'où va-t-on aller? En tous les cas, Philippe Narassiguin, je pense que là, vous avez proposé une émission extrêmement intéressante sur ces questions de balance commerciale. C'est un peu technique, certes, mais c'est nécessaire pour comprendre effectivement la suite, les défis à relever pour la France. Je pense que c'est vrai pour d'autres pays aussi, qui sont peut-être dans la même situation. En tous les cas, un grand merci pour toutes ces émissions extrêmement intéressantes, ces questions économiques contemporaines, des grandes questions économiques, les MOOC que vous avez proposés au public et que vous proposez au public. Et en tous les cas, je pense qu'on aura l'occasion de vous revoir, je sais pas, je l'espère, pour des émissions futures. La saison 2023, ça fait 4 ans maintenant que je suis à l'Université numérique de La Réunion, 2019, 2023, ça fait beaucoup de temps, beaucoup de production, c'est vrai, beaucoup de production importante. Toutes les années avec des productions, non seulement des MOOC, mais des productions à thème très diversifiés. Et je pense qu'il vaut mieux peut-être déjà réfléchir encore 6 mois. Voilà, je crois que vous avez décidé de prendre une pause de quelques mois, de 6 mois, et on espère vous retrouver dans plus de 6 mois, lorsque vous aurez eu le temps peut-être aussi, parce que je sais que vous avez un travail d'écriture très très régulier, vous avez besoin aussi de produire par ailleurs d'autres ouvrages. En tous les cas, merci beaucoup, merci pour tout ce que vous avez fait et tous ces beaux contenus en sciences économiques qui ont permis à l'université numérique d'acquérir ces lettres de noblesse, on peut le dire. Et puis, Philippe Narassiguin, à très bientôt pour de nouvelles émissions. Au revoir. Au revoir.